Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Voilà, je voudrais en premier lieu remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette réunion et de m'avoir laissé l'opportunité de témoigner ma gratitude à Armand de Riclès, qui m'a toujours encouragé dans une voie qui, certes, est enracinée dans la paléontologie, mais qui, comme vous allez le voir, n'est pas véritablement paléontologique, ou assez peu. C'est une voie, en effet, qui s'enracine dans la paléontologie, mais s'en éloigne. Et il ne faut pas voir dans cet exposé, qui est évidemment un peu en décalage par rapport aux exposés précédents et à ceux qui le suivront, un vrai décalage, mais plutôt un hommage à la paléontologie, cher Armand de Riclès, cette paléontologie qui crée de nouveaux champs de connaissances. Et c'est en ce sens que je vous présenterai cet exposé. Les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement et la biodiversité qui caractérise cet environnement sont au cœur des préoccupations de notre monde moderne. Pour les comprendre, il est nécessaire de transcender le concept d'écosystème par celui d'anthroposystème, métasystème composé d'un ou plusieurs écosystèmes naturels ou d'origine anthropique, d'une société humaine et de ses caractéristiques socio-culturelles et des interactions qui lient ces deux entités. Un tel concept met en effet l'accent sur le fait que les phénomènes que l'on cherche à comprendre ne sont pas seulement régis par les lois de la biologie et de l'écologie, en vert ici, mais pas aussi par celles de l'anthropologie et des cultures humaines. Il ne s'agit donc pas de relier entre elles des évolutions biologiques, comme dans une étude de coévolution, mais il s'agit ici de relier le développement des sociétés avec l'évolution biologique des taxons, des communautés vivantes et des biomes, ce que je qualifie de codéveloppement. Les écosystèmes naturels, on le sait, sont presque tous modifiés par l'homme. Dans les régions du monde les plus anthropisées, comme c'est le cas dans ce paysage de Haute-Provence, la plupart des écosystèmes relèvent de deux catégories, très schématiquement. Les écosystèmes anthropiques, qui sont plantés ou cultivés par l'homme, et des écosystèmes anthropisés, plus ou moins fortement impactés par les activités humaines séculaires, voire millénaires, telles que l'exploitation du bois ou les pâturages des ongulés. De façon simplificatrice, l'anthropisation peut être résumée par l'émergence, aux côtés des écosystèmes naturels, d'écosystèmes anthropisés et d'écosystèmes anthropiques. Ils sont reliés par un gradient d'anthropisation. Cette recomposition de l'espace écologique amène une redistribution des communautés animales, non plus selon des catégories écologiques traditionnelles, mais selon des interactions qu'elles entretiennent avec l'homme et les sociétés et ses activités. Certaines espèces, dans cette communauté simplifiée des mammifères d'Europe tempérée, certaines espèces vont en effet coloniser les écosystèmes anthropiques, d'autres vont aller jusqu'à s'adapter aux écosystèmes anthropisés. Ces cortèges peuvent être qualifiés d'anthropophiles ou par opposition aux anthropophobes. Voilà la nouvelle caractérisation. À l'extrémité de ce gradient, on trouve les taxons commensaux qui pénètrent au cœur des écosystèmes anthropiques, rats et souris, qui souvent sont également des espèces invasives. Dans cette perception de l'anthropisation, la domestication peut être comprise comme un cas extrême de l'intensification des interactions entre certains taxons et les sociétés humaines. Les taxons domestiques sont en effet des sous-populations de taxons sauvages transférés par l'homme de façon plus ou moins intentionnelle dans la sphère anthropique, et l'intensification de la relation peut aller jusqu'aux animaux de compagnie, au cœur des écosystèmes domestiques. Elle peut aussi se relâcher au point que les populations domestiques retournent à un mode de vie sauvage. C'est le marronnage, feralization en anglais. J'ai oublié de vous préciser que mes diapos étaient en anglais pour les nombreux collègues étrangers qui sont ici, qui comprennent peut-être moins bien le français. Pour gérer la situation actuelle d'érosion de la biodiversité, l'enjeu est de comprendre ces co-développements complexes à l'échelle des décennies, des siècles et des millénaires, à travers les grandes ruptures
qu'a connue la biosphère durant ces 15 à 20 000 dernières années, qu'il s'agisse de ruptures climatiques liées à la fin des temps glaciaires et même aux instabilités de l'Holocène, ou bien de ruptures résultant de la naissance de l'élevage et de l'agriculture, comme la néolithisation et bien d'autres faits de l'histoire des sociétés. Comment y parvenir ? Il apparaît de plus en plus que les archives archéologiques comportent une part importante des informations susceptibles de nous aider à relever ce défi. Elles livrent en effet de larges séries de restes squelettiques de plantes, d'animaux et d'hommes qui se prêtent aux approches quantitatives, donc à une perception nuancée des phénomènes. En outre, les techniques biologiques et biogéochimiques sont venues s'ajouter à celles de l'anatomie comparée et de la morphologie pour ouvrir l'accès à une palette toujours plus large d'informations de plus en plus précises. C'est ce qui fonde le succès grandissant de l'archéozoologie, méthodologie en passe de devenir, aux côtés de la paléontologie et de l'archéologie, un champ d'investigation propre. Pour montrer en quoi cette voie de recherche est un nouveau champ d'application pour l'anatomie comparée et un nouveau champ de réflexion pour les sciences de l'évolution, j'évoquerai brièvement 4 exemples concernant la biogéographie insulaire, en premier lieu, les espèces invasives, en second lieu, les processus de domestication et enfin l'acclimatation des premiers ongulés domestiques aux conditions climatiques extrêmes, avec un exemple particulier d'adaptation écophysiologique. Le premier exemple concerne donc les domaines insulaires. J'ai choisi d'illustrer par des travaux que j'ai menés il y a très longtemps, puisqu'ils sont racinés dans mes travaux de thèse, en Corse. J'ai choisi la Corse aussi parce que ça reste malgré tout, au sein des îles méditerranéennes et peut-être au-delà, une des îles les mieux documentées du point de vue archéozoologique. Dans l'état actuel des connaissances, la Corse n'a pas connu de peuplement humain antérieur au Mésolithique, donc le début de la colonisation de l'île date d'environ 10 000 ans. Au Tardiglaciaire, son peuplement mammalien, typiquement insulaire, était composé d'un très petit nombre d'espèces, 6 au total, toutes fortement endémiques. Ce sont même des genres endémiques. Les 2 genres de grands mammifères, Cynotherium et Mégalocéros, ont survécu longtemps à l'anthropisation, se sont éteints très rapidement sans qu'on sache exactement quel est le rôle de l'homme dans cette extinction. En tout cas, cette extinction se produit au moment du réchauffement du tout début de l'Holocène, plus ou moins. Les 4 genres de micromammifères, Prolagus, Ragamis, Tyrenicola et Episoriculus, ont survécu longtemps, au contraire, à l'anthropisation de l'île, puis se sont éteints au début des temps historiques. On a pu montrer que cette extinction résulte en premier lieu de la mise en culture massive des collines côtières et des zones de moyenne altitude. La vingtaine d'espèces de mammifères sauvages et domestiques qui composent la faune mammalienne actuelle de l'île était absente au Pléistocène. Les archives archéozoologiques permettent de reconstituer le rythme des immigrations de chacune de ces espèces et parfois même d'extinction en fin de course. En moins de 10 000 ans, la richesse spécifique de l'île s'est trouvée multipliée par 4, témoignant d'un taux d'immigration de l'ordre de 1,5 taxons par millénaire. Ce taux gigantesque est évidemment incompatible avec une immigration naturelle, et en tout cas, on a des références au Pléistocène pour montrer que les taux sont beaucoup plus faibles en temps normal, y compris pour la Corse. On remarque en outre que ces immigrations débutent avec l'entrée de l'île dans le monde néolithique, et tout porte à croire donc que la plupart, sinon la totalité des immigrations en question, résultent d'introductions anthropiques, fortuites ou volontaires. Au total, le peuplement mammalien de la Corse résulte donc entièrement des pratiques humaines. Les travaux menés sur d'autres îles méditerranéennes, Chypre, Crète, Sardaigne, Majorque, révèlent à chaque fois le même scénario de peuplement, avec extinction des taxons endémiques autochtones et introduction de la presque totalité de la faune moderne, en ce qui concerne les mammifères. Ce scénario se solde donc par un accroissement, à chaque fois, de la diversité taxinomique dans chaque île, ce qu'on appelle maintenant la biodiversité, mais par une perte systématique de l'endémisme. À l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen, le bilan de l'anthropisation dans ces îles est une forte perte de la biodiversité. Les îles méditerranéennes offrent donc un modèle pour l'analyse des effets de l'anthropisation sur les communautés de mammifères à l'échelle du siècle ou du millénaire dans des régions continentales. Le second exemple que je prendrai, c'est celui d'une espèce invasive
avant tout d'une espèce commensale, ou plutôt d'un ensemble d'espèces commensales, les souris. La souris commensale, Mus musculus, offre un excellent exemple d'invasion holocène. En Eurasie occidentale et en Afrique, le genre Mus compte 4 espèces. Mus pretus, Mus piscilegus, Mus macedonicus sont non anthropophiles ou peu anthropophiles et établis dans la région depuis le Pléistocène moyen au moins. Au contraire, l'espèce Mus musculus et ses deux semi-espèces Musculus et Domesticus ont la possibilité de vivre en conditions commensales, et dans une grande partie de leur ère, elles vivent effectivement en conditions commensales, et leur apparition dans toutes ces zones date de l'Holocène. On ne connaît pas bien les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette apparition, et il est particulièrement intéressant de percer ces mécanismes pour mieux comprendre les mécanismes d'invasion biologique. C'est une recherche techniquement très difficile, puisqu'on est pratiquement incapable de distinguer ces deux semi-espèces, et même parfois ces semi-espèces des autres espèces de souris, avec les seuls restes squelettiques, et avec les techniques traditionnelles de la morphologie. L'important assemblage de microvertébrés trouvés à Chypre dans des puits datant du tout début du néolithique, c'est la flèche jaune ici, 10 400 avant le présent, permet d'éclairer un petit peu les premières étapes de cette invasion des zones occidentales. La mise en œuvre de l'analyse des contours dentaires par les transformés elliptiques de Fourier a mis en évidence la présence de deux espèces bien distinctes, ici représentées en rouge et en bleu sur ce diagramme, et ces deux espèces ont pu être identifiées comme, pour la première, une nouvelle espèce jamais reconnue jusqu'à présent, mais pourtant toujours vivante sur l'île, Mus cypriacus, la seconde, comme l'espèce commensale, Mus musculus domesticus, et cette étude témoigne donc que cette dernière a été introduite sur l'île dès les premières phases du néolithique. Donc c'est le plus ancien exemple ici d'invasion biologique anthropogène en Méditerranée sur cette île de Chypre qui était très proche des centres de naissance de l'agriculture au Proche-Orient. Les données archéozoologiques attestant de l'invasion de l'Europe à l'Holocène par la souris sont encore peu nombreuses, mais les travaux que nous avons menés en Méditerranée occidentale ont autorisé une première synthèse des données en 2005. Elle a montré que, contrairement à ce qu'on pensait, la progression de l'invasion murine en Méditerranée n'a pas suivi la vague de néolithisation qui atteint l'Europe occidentale aux alentours de 5000, 4000 avant Jésus-Christ, mais qu'au contraire, elle est restée bloquée en Méditerranée centrale jusqu'à l'âge du fer, c'est-à-dire en gros il y a 3000 ans. On a pu interpréter ce scénario en le mettant en regard des faits biologiques et anthropologiques. Avant moins 3000, l'expansion de la souris a vraisemblablement été limitée par l'absence d'environnement urbain et la présence du mulot dans la niche commensale en Occident, mais aussi par la limitation des échanges et du commerce au bassin oriental de la Méditerranée. L'urbanisation massive de l'Occident à partir de l'âge du fer et l'accentuation des échanges entre Occident et Orient méditerranéen à cette époque expliquent la soudaine et rapide invasion murine. Venons-en au processus lié à la domestication. Les plus anciennes domestications d'ongulés se sont produites au Proche et au Moyen-Orient, du moins dans l'état actuel des données, entre 11 000 et 9 500 avant l'actuel. L'île de Chypre fait partie de cette vaste zone de domestication primaire. Au milieu du XIe millénaire, des bovins, des caprins et peut-être des porcins issus des premières expériences de domestication du continent proche-oriental ont été introduits sur cette île de Chypre. Je me limiterai à l'exemple de la chèvre, dont la morphologie à cette époque ne différait pratiquement pas de celle de son ancêtre sauvage, le bézoard, Capra et Gagrus. Le processus de domestication de la chèvre à Chypre a pu être compris en mettant en œuvre une analyse de morphométrie traditionnelle couplée à une analyse des mélanges. Cette dernière a ouvert l'accès à 3 paramètres fondamentaux pour comprendre le début d'un phénomène de domestication. Premièrement, les dimensions squelettiques des mâles et des femelles qui décroissent chez les ongulés pratiquement automatiquement, sans volonté réelle des éleveurs, dès qu'on met des ongulés en captivité. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la distance morphologique entre les mâles et les femelles, qui elle-même décroît encore plus vite et encore plus tôt lors de mise en captivité.
Et enfin, la sex ratio des adultes qui traduit le mode de gestion des populations d'ongulés par l'homme et permet de conclure à la chasse ou à l'élevage ou à des stades intermédiaires. Je ne rentre pas dans le détail. Dans la longue séquence chronologique d'occupation du site de Chiluro-Cambos, que je fouille et étudie en collaboration avec Jean Guilaine depuis une quinzaine d'années, on n'observe pas de variation significative de la taille des mâles, ici en vert, ni de la taille des femelles, tout au long de cette période comprise entre moins 10 300 et moins 9500. À partir de 9500, et donc dans la fin de ce millénaire, deuxième moitié de ce millénaire, et plus encore au début du millénaire suivant, on observe au contraire une décroissance de taille, certes faible, mais statistiquement significative, des femelles et encore plus significative des mâles, à tel point que le dimorphisme sexuel est lui-même en décroissance significative. Dans le même temps, la sex ratio, que j'ai représentée ici par ces colonnes autour du 50%, colonne jaune quand il n'y a pas de différence significative avec le 50%, rouge lorsqu'il y a un déficit significatif. Donc la sex ratio se maintient en équilibre autour de 50% tout au long de la séquence phase ancienne, jusque vers 9500, puis dérive fortement au détriment des mâles adultes. On peut en conclure que les premières chèvres introduites sur l'île ont été très rapidement relâchées et ont donné naissance finalement à des populations marronnes, férales, et ont été utilisées par l'homme durant plus de 500 ans comme des animaux de chasse. Puis, un processus de domestication a été engagé, dont on a la signature à travers la réduction de la sex ratio. Et enfin, quelques temps plus tard, on observe les premières modifications squelettiques significatives, ce qui nous donne une indication sur, d'une part, le déroulement d'un processus de domestication. On a très peu d'exemples de ce type, et les îles nous offrent la possibilité de le faire d'autant plus facilement que les faunes sont moins diversifiées, et que nous maîtrisons mieux l'introduction et l'évolution de ces espèces, mais aussi une idée sur les temps de réaction biologique finalement, ou morphologique, des animaux à ces processus de domestication. Pour compléter l'exemple de la chèvre chypriote, j'ajouterai quelques mots sur la diffusion de l'élevage des lignées domestiques en Europe avec l'exemple du cochon. Je n'ai pas résisté parce qu'évidemment là on a un peu d'ADN ancien et c'est toujours intéressant de montrer aussi comment on peut utiliser ces techniques dans nos domaines. Entre 7000 et 3600 avant Jésus-Christ, le nouveau mode de vie néolithique a lentement diffusé du Proche-Orient vers l'Europe du Nord-Ouest, en même temps que les taxons domestiqués quelques siècles plus tôt en Asie occidentale, blé, légumineuses pour les végétaux, moutons, chèvres et bovins pour les ongulés. Qu'en est-il du porc, dont l'ancêtre sauvage était réparti aussi bien, le sanglier, était réparti aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe occidentale? On sait que le peuplement porcin domestique actuel en Eurasie occidentale comporte 3 lignées mitochondriales distinctes géographiquement et bien circonscrites. Une lignée pan-européenne, ici en rouge, un type proche-oriental en jaune et un type italo-tyrrhénien en orange. Les travaux de paléogénétique, cette fois, non plus de génétique des populations, sur l'ADN ancien, menés en collaboration avec les laboratoires britanniques d'Oxford et de Durham, ont permis de reconstituer le scénario de mise en place de ces lignées, qui est reconstitué ici par ces petits schémas C, D, E, F. Au début de la néolithisation de l'Europe, je démarre directement à D, les porcins domestiques du Proche-Orient sont introduits de proche en proche, d'est en ouest, en même temps que les moutons et les chèvres et les blés. C'est cette flèche jaune et ces points jaunes qui sont des signatures mitochondriales de mitotypes proche-orientaux. Puis à partir du milieu du néolithique, c'est la carte E, les villageois européens commencent à domestiquer les souches locales de sangliers, donc des souches ici, représentées ici en rouge, qui donnent naissance à des lignées domestiques autochtones. Ces lignées se développent au détriment des lignées issues du Proche-Orient et finissent par les supplanter totalement. Voici donc un bel exemple finalement de résilience du continent européen à un phénomène d'invasion. Certes, c'est une invasion de génome venue du Proche-Orient, mais c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe particulièrement aujourd'hui. Pour finir, j'évoquerai rapidement un remarquable exemple de mise en évidence de l'acclimatation des premières lignées domestiques à des conditions climatiques très différentes de celles dans lesquelles vivaient leurs ancêtres sauvages à peine quelques siècles plus tôt.
Contrairement aux exemples précédents, je n'ai pas personnellement participé à ces travaux. Ils ont eu lieu dans mon laboratoire et ils ont été menés par Marie Ballas et Anne Tressé. De nos jours, l'élevage ovin des îles Orcades se maintient uniquement parce qu'il s'appuie sur des lignées de moutons présentant une adaptation écophysiologique unique. Elle leur permet la consommation saisonnière, parfois même permanente toute l'année, d'une quantité non négligeable et parfois vraiment importante d'algues marines. Cette adaptation résulte d'une flore stomacale particulière. Il ne s'agit donc pas d'une évolution au sens propre du terme, mais d'une adaptation qu'on peut qualifier d'écophysiologique. De quand date cette adaptation ? Comment les premiers élevages se sont-ils mis en place, puisqu'a priori les moutons qui ont été introduits dans cette zone ne possédaient pas cette adaptation ? En étudiant les dents de moutons actuelles des Orcades, on a montré que l'alimentation algaire provoque un accroissement de 10 pour 1000 du taux de l'isotope 13 du carbone dans l'émail dentaire de ces moutons. On a même pu suivre les variations saisonnières de cette alimentation d'origine marine en réalisant des échantillons sériés dans l'émail dentaire. Nous ne sommes pas loin de l'histologie osseuse. En tout cas, il y a homologie histologique, si on peut dire. En effet, cet émail dentaire se dépose au fil de la vie de l'animal et enregistre les signatures isotopiques au fur et à mesure de leur variation saisonnière. Les prélèvements sériés de micro-échantillons d'émail sur 2 sites archéologiques ont montré que les premières lignées de moutons introduites aux Orcades, donc à moins 5600 à peu près, ne consommaient pas d'algues. Il n'y a aucun signal de consommation d'aliments marins. Mais les éleveurs néolithiques, juste après, donc aux alentours du début du 5e millénaire, avaient bénéficié déjà de cette adaptation de leurs moutons, puisqu'on voit cette fois un clair signal de consommation saisonnière, hivernale en particulier, des algues marines. Pour conclure, rapidement, comme toutes les techniques de l'archéozoologie que j'ai évoquées au fil de cet exposé, cette dernière approche biogéochimique séquentielle se fonde en premier lieu sur les principes de l'anatomie, en l'occurrence de l'histologie osseuse. Toutefois, les problématiques et les objectifs visés ne sont pas ceux de la paléontologie, ni même ceux de l'archéologie. Ils définissent un champ de connaissances propre aux interactions entre biodiversité et société humaine, qui peut alimenter des problématiques très diverses, relevant de la biogéographie historique, bien sûr, de l'anthropologie préhistorique ou historique, bien entendu, mais aussi de la biologie de la conservation et de l'étude des phénomènes de microévolution. Les résultats que j'ai présentés, malheureusement, à ce stade d'avancement de nos recherches, concernent principalement la mise en place de scénarios. Les mécanismes sous-jacents, dont la compréhension est évidemment l'enjeu majeur, sont encore très peu explorés. C'est pour ça qu'il me semble que ce champ de recherche mérite une attention particulière, puisqu'on sent maintenant qu'en posant les bases de ces scénarios, eh bien, on va être en mesure de commencer à décortiquer les mécanismes qui sont à l'origine de ces processus. Voilà, je vous remercie de votre attention.